Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez correctement et que vous voyez mon écran. S'il y a un souci, n'hésitez pas à le mentionner dans le chat. Donc merci de participer à ce dernier webinaire de l'année, donc consacré aux nouveautés Molflow 2026. Donc pour ma part, ceux qui ne me connaissent pas, alors attendez, un petit souci avec mon écran. Donc pour ma part, c'est Hervé Heitman, donc ingénieur d'application chez Applicit depuis 8 ans. Donc je m'occupe de tout ce qui est présentation technique, formation, support technique, suivi client, prestation d'études. Toujours, n'hésitez pas à rester informé de l'ensemble de nos événements sur notre site Applicit, donc tout ce qui est webinar, club d'utilisateurs et autres. Tous les événements sont renseignés dans notre calendrier par différents filtres. Et aussi, toujours, n'hésitez pas à aller sur notre blog qui mentionne des articles techniques sur Fusion et sur Molflow chaque mois. Donc, c'est aussi une mine d'informations très précieuse sur différentes fonctionnalités, des questions qu'on a pu avoir récemment, des choses qu'on a découvertes, des petits trucs et astuces. Donc, vraiment, n'hésitez pas à aller sur notre blog pour checker un petit peu les différents articles qu'on publie chaque mois. Donc ça, c'est l'ensemble des webinaires qu'on avait fait au courant de l'année. Si vous n'avez pas pu en participer à certains, vous pouvez aussi les retrouver directement en tapant sur Google le titre du webinar. Vous retombez directement sur YouTube, donc sur notre page YouTube. Vous pouvez revoir aussi l'ensemble des enregistrements, ou alors aussi sur notre site implicite, vous pouvez rejouer les diffusions sur les différents webinaires qu'on a réalisés. Et donc aujourd'hui, le dernier de l'année, les nouveautés Molflow 2026. Et on vous présentera aussi l'agenda des webinaires pour 2026 au début d'année prochaine. Donc l'agenda du jour, c'est un petit peu de voir l'ensemble des nouveautés de la version 2026 en termes de nouvelles fonctionnalités, tout ce qui a été amélioré aussi au niveau de la productivité, du flux de travail, les améliorations apportées au solver. Et on abordera aussi la petite mise à jour 2026.1 qui est sortie, je crois, fin septembre, début octobre. Et également les deux nouveautés sur la version Scandium 2026.1. Donc en introduction, voilà, comme chaque année, donc là la version 2026, je crois qu'elle était sortie en avril, hein, je crois, avril-mai de 2025. Donc chaque mise à jour améliore la performance du logiciel, la performance du solver, toujours bien sûr les mises à jour de la base matière aussi, des nouvelles fonctionnalités. Parce que voilà, Molflow se met à jour continuellement. Et effectivement, donc la dernière version en date de l'outil, c'est la version 2026.1 qui est sortie fin septembre. Au niveau de la R&D, Autodesk Molflow, il y a 4 centres de R&D dispatchés aux États-Unis, en Pologne, en Inde et en Australie, avec toute une équipe de développeurs justement qui permettent l'amélioration du soft. Donc ça, c'est un petit résumé de l'ensemble des nouveautés 2026. Donc on abordera un petit peu voilà, chaque nouveauté en détail. C'est juste un petit slide qui permet de résumer ça. Au niveau déjà des nouvelles fonctionnalités. Donc on fera un webinaire dédié là-dessus. Donc là, c'est juste quelques slides pour montrer un petit peu le principe. Mais en version 2026, vous avez un nouveau résultat qui s'appelle déformation normale à la surface. Qu'est-ce qui va permettre de faire ce résultat? Dans certains cas, quand on a des données issues de scan, c'est tout de suite difficile, ça peut être difficile de comparer tout de suite les valeurs de la déformation globale calculée par Molflow via les résultats de scan qui vont donner des valeurs positives et négatives. C'est clairement pour ça que ce nouveau résultat il a été ajouté pour comparer tout de suite à des données issues de scan. Après, on peut aussi
si on a des données issues de scan ou un fichier STL issu d'un scan. Vous pouvez aussi exporter la déformer en fichier STEP ou STL et les superposer dans un outil de métrologie externe, par exemple aussi. Mais directement, ça permet de comparer les valeurs par rapport à nos scans. Donc, comment ça fonctionne? Donc, le résultat de base de Molflow, la déformation globale, va donner forcément une valeur positive. Ça va être la distance entre le nœud de ma pièce de base et mon nœud déformé. Donc forcément une valeur positive, racine de x carré plus y carré plus z carré sur l'ensemble des composantes. La déformation normale va en fait donner des valeurs positives et négatives, mais il va afficher la déformation normale locale de chaque nœud. Donc en fait, on aura une notion de direction et du coup des valeurs positives et des valeurs négatives. Comme ce qu'on peut avoir en fait directement sur un scan, d'où ce nouveau résultat qui a été intégré. Donc on l'avait testé sur plusieurs scans et vraiment effectivement ça facilite la vie. Alors dans certains cas de figure, selon la pièce, des fois le fait d'afficher la valeur selon un axe donné, soit du repère global X, Y ou Z ou d'un repère local, ça peut bien aller, mais en fonction de la forme déjà de base de la pièce, la direction suivant un axe, en fait, ça suffira pas, basiquement pour comparer à des données de scan. Il faut vraiment la déformation normale. Typiquement, si on a une pièce très courbée en arc de cercle, la déformation suivant un axe, ça va être limité pour justement comparer à un scan. Donc c'est pour ça, ce sera tout de suite plus simple de regarder directement ce résultat. Donc là, on a un petit comparatif. À gauche, la déformation globale, donc tout en positif. Et à droite, la déformation normale à la surface. Donc on retrouve valeur positive, valeur négative. Donc ça, quand même une nouveauté intéressante. Après, pour ceux qui font du RTM, injection d'une résine sur une préforme, un process un petit peu plus rare, mais bon, on a quelques clients qui en font. C'est désormais possible aussi d'intégrer la thermique dans ce process. Avant, on était limité à la partie remplissage, compactage, déformation. Désormais, on peut intégrer la thermique sur ce process thermodurcissable RTM. Et il y a également eu une amélioration pour le couplage entre Molflow et Digimat pour transmettre les données de fibre, l'anisotropie de la matière. En fait, on va directement exporter un fichier SDZ qui pourra être lu par Digimat, qui va contenir l'ensemble des informations nécessaires pour le couplage. Le seul truc, c'est qu'à l'heure actuelle, les lignes de soudure sont pas intégrées dans ce fichier SDZ. À la limite, il faudrait les exporter à côté manuellement. Mais sinon, voilà, ce fichier peut directement être lu par Digimat et ça facilite grandement le flux de travail pour faire du couplage avec l'outil Digimat. Et les anciennes méthodes restent disponibles. On peut exporter aussi, bien sûr, manuellement l'ensemble des résultats souhaités pour faire notre couplage avec la simulation mécanique. Au niveau de la productivité, alors il y a pas mal d'améliorations qui ont eu lieu dans l'interface au niveau des vitesses d'opération sur les modèles. Puis c'est d'autant plus impactant dès lors qu'on commence à travailler sur des modèles relativement volumineux, comme des modèles à 3, 4, 5 millions d'éléments, qui sont plus gourmands. Donc tout ce qui est opération déjà liée au maillage, les transferts vers une autre couche, les opérations retour en arrière, et ouais, de manière générale, encore une fois, toutes les opérations liées à l'édition du maillage. Donc ici, quelques petits exemples. Donc là, on est sur un modèle à 4 millions d'éléments. Le canal d'alimentation, il n'est pas connecté
à la pièce. En l'état, donc l'idée c'est un petit peu de comparer entre la version 2025 et la version 2026 certaines opérations. Par exemple ici sur la partie fusion des nœuds, pour connecter deux nœuds. Donc, encore une fois, c'est beaucoup plus mineur sur des petits modèles, mais là sur un modèle qui commence à être volumineux, en 2026, l'opération de fusion des nœuds prend 2 secondes, et en 2025, on est à 11 secondes. Clairement, ça permet d'être plus efficient, d'être plus rapide au niveau des opérations liées à l'interface et les opérations de maillage. Idem là, par exemple, si on veut faire retour en arrière, donc ça c'est les fonctions retour, 2026 prend 2 secondes pour revenir en arrière, et 2025, 16 secondes. Donc ici, pareil, on a un gain de temps significatif. Aussi, si on souhaite déplacer des éléments vers une autre couche et affecter des éléments vers une autre couche, pareil, ça a été aussi amélioré en termes de vitesse et d'expérience utilisateur. 2026, 8 secondes. 2025, 13 secondes. Et l'annulation de l'opération, 8 secondes. Et plus long aussi, en 2025. Pour tout ce qui est format, donc il y a eu pas mal aussi de changements au niveau des formats. Alors on verra après des anciens formats qui ont été supprimés. Et pour publier les vidéos, du coup on est sur un format MP4 directement. Les anciens formats d'animation GIF et AVI ont été supprimés. Donc là désormais on bascule sur du format MP4 pour publier nos animations. Au niveau de Molflow Communicator, alors il y avait une limite de taille dans les fichiers communicateurs qui était de 2 gigas. Désormais, on peut autoriser justement des fichiers communicateurs, donc des fichiers MFR supérieurs à 2 gigas. Alors effectivement, bon, si on a un modèle volumineux et qu'on choisit d'exporter beaucoup de résultats, on peut y arriver. Comme dit, ça après c'est peut-être assez rare quand même qu'on dépasse 2 gigas, mais selon le modèle et le nombre de résultats, encore une fois, qu'on souhaite communiquer, c'est quand même des fichiers qui peuvent être relativement volumineux. Donc, cette limitation a été supprimée. Mise à jour toujours aussi des fichiers d'import CAO, selon les dernières versions des outils de CAO. Et mise à jour de la base matière, toujours. Donc là, on est sur 13 816 grades, et 321 matières ajoutées, 117 matières modifiées et 49 grades supprimés. Et on a 6 359 matières avec les données de retrait mesurées. Aussi, voilà, il y avait aussi d'anciens vieux fichiers qui pouvaient être encore utilisés, mais que personne n'utilisait. Donc, on a aussi, ils ont supprimé tous les vieux formats. Il y a des vieilles versions de Molflow comme MPI 2.0, les fichiers projets, les vieux fichiers projets, des modèles obsolètes de géométrie. J'avoue que c'est même des fichiers, des formats de fichiers que je n'ai pas connus limite. Et comme je l'avais dit aussi, les fichiers AVI et les fichiers GIF ont été supprimés. Ça peut être intéressant. Quand dans la boîte de dialogue, je sélectionne par exemple l'ensemble des nœuds sur une même surface ou l'ensemble des tétraèdres sur une même surface, il y avait une limitation dans le nombre de caractères dans la fenêtre de sélection, en fait, dans la fenêtre de sélection.
Donc typiquement, si je voulais faire une cartographie, par exemple, une cartographie de chemin et sélectionner l'ensemble des nœuds d'une surface et examiner le delta de déformation sur cette surface selon un axe donné, il ne me prenait pas tous les nœuds, par exemple, dû à cette limitation. Donc là, on autorise beaucoup plus de caractères, donc on va vraiment prendre voilà, tous les nœuds de cette surface quand on va les copier et quand on va créer une cartographie, personnalisée. Donc ça peut être utile pour ça, par exemple. Au niveau des améliorations du solver, donc le stamp, l'utilisation de la caractérisation en retrait pour les études 3D donc, est disponible depuis la version 2024. En 2024 et en 2025, c'était pas encore l'option par défaut. L'option par défaut, c'était le modèle de contrainte résiduelle non corrigé. Donc, et en 2024 et 2025, si on voulait activer le nouveau modèle de retrait, il fallait éditer la matière et l'activer si les données de retrait sont disponibles. Désormais, en 2026, c'est l'option par défaut quand la matière est caractérisée en retrait. Et il y a aussi une amélioration sur la prédiction des contraintes dans le cadre d'une injection bimatière et pour la biréfringence. Donc le modèle STAMP est breveté depuis le 4 février 2025. Entre 2024 et 2025, il y a eu une amélioration sur la vitesse, sur les temps de calcul. Les calculs sont beaucoup plus rapides. Entre 2024 et 2025, donc c'était la phase 1 de cette amélioration. Et il y a encore une autre amélioration justement en 2026 justement sur les temps de calcul. Ils ont géré de manière différente en fait les fichiers résultats des écoulements 3D. Et voilà, c'est encore aussi beaucoup plus impactant dès qu'on commence à être sur des modèles plus volumineux. Le gain il est plus significatif sur des modèles volumineux aussi. Donc typiquement ici, sur un modèle volumineux par exemple, entre 2025 et 2026 à IsoMachine, on est sur un gain de temps de calcul de l'ordre de 13%, 13% plus rapide, basiquement déjà, donc, sur un fonctionnement standard avec une étude lancée en local sur la machine. Le gain en temps de calcul aussi, il est significatif. Ici sur le petit diagramme, vous pouvez voir, si par exemple, entre la même machine, si on lance en local et sur un serveur distant, sur un serveur de calcul, il peut y avoir voilà, des échanges de données qui se font de manière continuelle entre le poste client et le serveur de calcul. Donc ça peut, à IsoMachine, encore une fois, entre local et la même machine distante, le fait qu'on ait ces transferts d'informations importants, ça en engendrait justement sur la version 2025 un écart sur le temps de calcul assez important. Et du coup, en 2026, en fait, on n'est plus pénalisé par rapport à ça. On voit que l'écart, en fait, il est ultra faible entre un lancement, encore une fois, local avec la même puissance et serveur de calcul avec la même puissance. C'est pareil. On n'est plus tributaire justement de ce transfert d'informations entre le poste client et le serveur de calcul. Et idem. Donc là, ici, c'est sur machine locale. On est aussi beaucoup moins tributaire du nombre de résultats intermédiaires qu'on a spécifiés dans l'étude. Souvent, je dis, on peut paramétrer ça par défaut, mais 20, 25 résultats intermédiaires sont grosso modo suffisants pour post-traiter correctement nos résultats et avoir des steps de visualisation suffisants. Et si on en met plus, par exemple 50 ou 100, ça peut quand même, voilà, plus je vais mettre de résultats intermédiaires, plus ça va pénaliser mon temps de calcul. Donc on le voit bien ici en 2025. Ça peut par exemple nous doubler notre temps de calcul si
si on met beaucoup de résultats intermédiaires. Et du coup, en 2026, on est aussi, ça va toujours un petit peu allonger le temps de calcul, mais de manière beaucoup moins significative. Donc, grosso modo, vous pouvez aussi renseigner des résultats intermédiaires plus importants sans que ça pénalise grandement votre temps d'étude. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, on voit les différences entre 2026 en local, 2026 avec un grand nombre de résultats intermédiaires et 2026 sur un serveur de calcul avec un grand nombre de résultats intermédiaires. On pénalise beaucoup moins le temps de calcul qu'en version 2025. Ces changements dans l'écriture des résultats liés à l'écoulement font que toutes les études qui sont faites en 2026, si vous les ouvrez en version 2025 ou 2024, vous verrez plus les fichiers, les résultats liés à l'écoulement. Donc tout ce qui est fait en 2026, il faudra l'ouvrir en 2026. Après, bien sûr, les études qui ont été faites sur les versions 2021, 2023, 2024, 2025, vous pouvez les ouvrir sans souci sur la version 2026, bien sûr. Si juste ce qui est fait en 2026, vous ne pouvez pas les réouvrir sur les versions antérieures. Ou alors, vous n'aurez que le résultat de déformation qui est affiché, qui n'a pas été changé dans le traitement ici, dans la manière dont ça s'écrit. Autre amélioration, donc amélioration aussi de la vitesse sur le calcul de déformation et amélioration de la vitesse du maillage, qui va aussi quand même dépendre pas mal du fichier CAO, de base. Il y a des fichiers CAO qui nécessitent un peu plus de temps de maillage que d'autres, mais on peut avoir juste des gains en temps de calcul sur le maillage jusqu'à 50% plus rapide, avec aussi une meilleure qualité de maillage tétraédrique dans l'épaisseur. Pour la partie 2026.1. Donc c'est une mise à jour, mineure. Donc vous pouvez, alors c'est pas une nouvelle installation à faire, hein, dans la fenêtre Autodesk Access, vous pouvez mettre à jour en version 2026.1 directement. Résumé des améliorations, dans le fichier SDZ pour le couplage avec Digimat, il y a des informations en plus ou sur d'autres process aussi, on verra après. Je vais parler aussi un petit peu des nouveautés de la partie Scandium 2026.1 et quelques autres améliorations dont je vais parler. Donc en 26.1, on va pouvoir aussi exporter le fichier SDZ issu du moulage par injection microcellulaire des thermoplastiques avec aussi les résultats de bulles. Donc pour faire du couplage sur une étude Mucel ou sur une étude CBA. 2026.1 inclut les résultats des lignes de soudure 3D, longueur et concentration de fibres aussi. Donc, grosso modo, en 2026.1, on a tout dans ce fichier SDZ directement. Tout ce qui est macro est désormais pris en charge avec la programmation Python. Donc pour ceux qui font de la programmation, effectivement, ça va grandement leur faciliter la vie parce que c'est un langage de programmation beaucoup plus commun que l'ancien système de programmation avec les scripts basés sur le VBS. Donc aussi désormais, si vous enregistrez par exemple une macro liée à l'interface Synergie, elle sera directement écrite en format Python et vous pouvez aussi définir vos propres macros et lancer du coup les scripts Python directement dans l'interface. Donc ça va quand même faciliter la vie aussi pour tout ce qui est automatisation des tâches et macro spécifiques via ce nouveau langage de programmation. Pas nécessaire d'avoir Python installé pour enregistrer et lire les scripts.
tout fonctionne directement au départ dans Molflow. Après, si vous souhaitez exécuter des programmes Python en dehors de Molflow, vous pouvez télécharger le package Python qui se trouve en open source sur Internet. Une petite amélioration sur le moulage de mousse chimique qui peut prendre en compte le calcul d'éventation. Donc ça peut être impactant si par exemple on fait le vide de notre cavité avant de remplir. Donc c'est vrai que sur tous ces process type thermodurcissable, moulage microcellulaire, c'est vrai que les évents peuvent avoir un impact considérable. Ça peut bien sûr aussi avoir un impact sur nos études thermoplastiques, mais sur certains process, c'est d'autant plus impactant sur la dynamique de remplissage et sur les pressions. Donc désormais disponible aussi pour le moulage de mousse chimique. Update de la base matière en 2026.1, 281 matières ajoutées, 137 modifiées, 127 supprimées. Donc aussi toujours intéressant d'être sur la dernière version par rapport à ces mises à jour. Mise à jour des derniers formats CAO. Et sur la partie Scandium 2026.1. Donc pour la partie Scandium, si vous êtes en version 2026.1, il faut aller bien sûr aussi pour rechanger les fichiers. Donc c'est 5 fichiers à changer dans le programme d'installation Synergie. Vous pouvez retrouver les 5 nouveaux fichiers Scandium 2026.1 sur le site autodesk-feedback.com. On peut aussi vous donner les fichiers si vous le souhaitez, mais c'est vrai qu'aussi Autodesk est friand d'avoir des retours sur ces fonctionnalités en cours de développement. Donc le process standard, c'est de faire la demande sur le site Autodesk. Donc 5 fichiers à remplacer, mais des nouveaux par rapport à la version 2026. Donc si vous êtes en update, pour ceux qui utilisaient Scandium 2026, si vous basculez en 2026.1, il faut retélécharger les nouveaux fichiers pour la version Scandium. Donc on va toujours retrouver dans la version Scandium le modèle thermoviscoélastique anisotrope, les Tiger Stripe, l'underflow analyse, la concentration de fibres, l'analyse de recuit et le nouveau schéma de retrait dans l'épaisseur, et deux nouveautés qui vont concerner la gestion des obturateurs et la dilatation thermique des inserts surmoulés pour la partie remplissage compactage, et aussi du coup un impact sur la déformation. Donc je vais parler essentiellement de ces deux nouveautés Scandium maintenant. Donc il y avait quelques clients effectivement qui avaient fait aussi cette demande par le passé. Donc l'objectif de ce nouveau pilotage des obturateurs, c'est de pouvoir en fait ouvrir et fermer les obturateurs selon différentes méthodes de pilotage. C'est-à-dire qu'avant, donc c'est toujours disponible bien sûr, mais avant, si j'ouvrais en temps, j'étais obligé de fermer en temps, basiquement. Maintenant, je peux par exemple ouvrir en temps, fermer en pourcentage de volume rempli, ou l'inverse, ouvrir en pourcentage de volume rempli et fermer en temps. Il y a aussi donc des nouvelles options pour directement dire je vais ouvrir ou fermer mon obturateur à la fin du remplissage ou à la fin du compactage. Donc ça va être aussi plus pratique directement de renseigner ça. Et on va également pouvoir sur les éléments poutres en maillage 3D gérer la vitesse d'ouverture et fermeture des obturateurs, soit en instantané, soit en vitesse justement en vitesse variable. Donc ici, petit exemple, typiquement donc avec double séquence. Ici, par exemple, on va pouvoir ouvrir en temps au top injection, fermer la busette en pourcentage de volume rempli à 70%, puis réouvrir à la fin du remplissage et la refermer à la fin du compactage. Donc ça, un pilotage de ce type
dans la version classique, c'est pas possible. C'est pour ça qu'ils l'ont intégré là dans la version Scandium. Idem ici, première séquence, je vais ouvrir par rapport à une position de nœud et je vais la fermer en pourcentage de volume rempli. Après, je peux la réouvrir à la fin du remplissage et la fermer à la fin du compactage. Ou alors, basiquement, dire j'ouvre ma buzette à 75% du volume rempli et je la ferme à la fin du compactage. Donc, ça va quand même faciliter aussi faciliter certains pilotages, le fait de pouvoir mettre une méthode d'ouverture différente entre l'ouverture et la fermeture de mes buzettes. Et l'autre amélioration, l'autre nouveauté de la version Scandium, ça va être justement la prise en compte quand on fait du surmoulage ou quand on a des insertions moulées. Certains avaient peut-être remarqué, si je veux prendre en compte la dilatation thermique du moule, justement, ça marche pas justement avec les insertions moulées. C'est pour ça qu'ils ont ajouté cette nouvelle fonctionnalité. Donc, dans les options solver déformation, pouvoir considérer la dilatation et la compression de mon insert sous l'effet de la température et de la pression. Donc, ça va justement pouvoir aussi impacter mon résultat de déformation dès lors que je suis sur des process de ce type. Donc ici, par exemple, un petit exemple issu de la documentation. Donc, on a notre pièce injectée en verre, donc un PPE plus un PS, et deux inserts, un insert thermoplastique élastomère en jaune et un insert en polypro en gris, qui est en dessous. Donc, si on compare par exemple avec et sans la fonction, donc sans la fonction, ici par exemple on retrouve une amplitude de déformation ici de l'ordre de 16-17 mm, 16 mm, et avec l'activation de la nouvelle fonction pour prendre en compte la dilatation de l'insert, ça va nous changer notre déformation en termes d'amplitude. On va se retrouver ici à 20 mm. Pourquoi? Typiquement, en fait, mon insert, là où je vais venir injecter ma pièce, donc ici du côté, on va dire du côté partie fixe, à l'insert, il va être plus chaud en raison du polymère fondu qui va venir en contact de l'insert et côté mobile ici, donc le moule sera plus froid que là où je vais venir injecter ma matière. Ça va créer justement un différentiel de température et une dilatation de l'insert. Donc peut-être dans certains cas, selon l'insert, ça va peut-être aussi moins jouer, hein, mais dans certains cas de figure, comme on a pu le voir ici, ça va beaucoup jouer. Et du coup, ça va resserrer beaucoup plus le retrait là entre les deux points aux extrémités. C'est comme si on avait un effet de coin plus important lié au différentiel de température au niveau de notre insert surmoulé en fait. Ça, c'est les deux nouveautés sur la partie Scandium. Donc, voilà un petit peu les nouveautés 26, la petite mise à jour 2026.1, essentiellement pour la programmation Python, mise à jour base matière, et le couplage aussi avec Digimat et les nouvelles options de la version Scandium 2026.1. Merci de votre attention et bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions dans le chat directement. Alors, est-ce qu'il y a des questions?
Je commence à avoir des questions. GIF supprimé, mais une mauvaise qualité des JPEG et des PNG. À l'export du coup, parce que c'est vrai que tout ce qui est capture d'écran fixe, moi je fais une capture d'écran classique avec Windows, je vais pas exporter forcément des fichiers JPEG ou des fichiers PNG, faudrait que je teste, mais pour tout ce qui est vidéo, du coup maintenant j'utilise l'MP4. Après pour les captures d'écran classiques, je vais pas forcément exporter en JPEG ou PNG, je vais faire une capture d'écran avec Windows, donc je vais regarder ça. Au pire, on peut reprendre contact à ce sujet, mais est-ce que le module sur l'assemblage des pièces a été abandonné? Non, c'est disponible en version commerciale depuis la version 2025, le calcul d'assemblage. Donc, c'est disponible depuis la version 2025. J'avais présenté un petit peu certaines fonctionnalités justement sur cette partie au dernier club utilisateur et on fera aussi petit preview, mais c'est aussi prévu que justement on fasse un webinar dédié sur justement sur l'analyse d'assemblage au courant de l'année 2026. Si l'insert se comprime, considère-t-on l'augmentation de l'épaisseur de la pièce à remplir? Alors oui, on peut. Et surtout, on pourra aussi, peut-être qu'il faut rajouter aussi sans doute pour ça la partie core shift, c'est-à-dire le déplacement de l'insert au cours du cycle pour recalculer les épaisseurs pièces liées au déplacement de l'insert. Donc, je pense qu'il faut aussi il va changer en fait le calcul des contraintes. Après, si on veut voir l'impact sur l'épaisseur de la pièce, il faut rajouter la partie core shift. Parce que quand on fait une étude core shift, en fonction de mon insert, comment il se déplace, on va aussi recalculer les épaisseurs de la pièce. Oui, pour revisualiser le webinaire, vous pouvez aussi, je peux t'envoyer le lien et tu peux aussi retrouver sur YouTube directement. Si tu tapes le titre du webinaire, tu retrouveras l'enregistrement sur YouTube. Performance PC serveur, ben, en fait, là, le comparatif qui a été mené, c'est entre l'étude en local et sur le serveur calcul à ISO config. En fait, si vous voulez, de manière classique, même en version 2025, entre un PC portable et un serveur de calcul, le serveur de calcul est forcément a été beaucoup plus dimensionné que le PC portable. Donc, le fait de lancer sur un serveur de calcul dédié, on était plus rapide que notre machine en local. Là, c'est vraiment le comparatif, il était vraiment fait sur la même config entre lancement local et lancement sur le serveur. Mais de base, oui, quand on lance sur un serveur de calcul, on est plus rapide que sur une étude en local. Parce que le PC est plus performant. Là, on a fait le comparatif a été fait à ISO config. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à cette question. Hum, Est-ce que alors là, je crois que j'ai fait le tour des questions. En tout cas, voilà, dans tous les cas, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les transmettre. Vous pouvez bien sûr nous contacter euh, au support si des questions complémentaires vous viennent. Sinon, je pense qu'on peut en rester là pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de très belles fêtes
de fin d'année. Profitez bien et bonne fin d'année à tous. Au revoir.